Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est une phrase, je pense qu'on a tous déjà entendue, mais Oui, mais quand on s'y arrête 2 secondes, elle est d'une ambition folle, en fait. exactement. C'est sur cette conviction, presque poétique, née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, qu'une organisation tout à fait unique a vu le jour. Et ce n'est pas juste une belle formule, hein, c'est littéralement la toute première phrase de l'acte constitutif de l'UNESCO. C'est son ADN, sa pierre angulaire, quoi. Tout l'édifice repose là-dessus. Sur l'idée que la paix, c'est pas qu'une affaire de traités et d'armées. C'est avant tout une affaire de culture, d'éducation et de savoir. Voilà. C'est précisément le sujet du jour. Aujourd'hui, on se plonge dans la philosophie, les origines et l'évolution de l'UNESCO. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse très détaillée de Grigory Tomsky, qui est un ancien de la maison. Il a passé des années à documenter tout ça. Notre objectif, c'est de remonter un peu à la source de cette utopie et de voir si elle peut encore parler à ce que les textes fondateurs appellent les gens de bonne volonté. C'est un concept qui m'intrigue beaucoup d'ailleurs. On y reviendra. Alors, commençons par le début. J'ai été assez étonné en lisant la source de voir que l'idée de l'UNESCO est bien plus ancienne que 1945. On a l'impression que c'est une création pure de l'après-guerre, mais pas du tout en fait. Ah non, absolument pas. La coopération intellectuelle pour la paix, c'est une idée qui germait déjà au tout début du XXe siècle. Dès 1907, donc bien avant la Première Guerre, on a des figures comme le Belge Henri Lafontaine, Futur prix Nobel de la paix. lui-même, oui, et Paul Hotelet, qui crée l'Union des associations internationales. Et leur vision était déjà, Démesuré. c'est le mot. Ils ne voulaient pas juste créer un petit club de penseurs, quoi. Ils ont carrément proposé une constitution mondiale de la Société des Nations. Une constitution mondiale. Rien que ça. On imagine à peine l'audace du projet à l'époque. Ça venait vraiment de la société civile, d'intellectuels qui se disaient « Bon, si les États n'y arrivent pas, peut-être que les esprits, eux, le peuvent. » Mais comme souvent, il a fallu un choc, une guerre, pour que les États s'emparent vraiment de l'idée. C'est le schéma classique. Après le traumatisme de 14-18, on crée la Commission internationale de coopération intellectuelle, la CCI. Et pour être sûr que ça ait du poids, on met à sa tête le plus grand philosophe français de l'époque, Henri Bergson. Et le bras armé de cette commission, c'était l'Institut à Paris. Et là, le casting est assez dingue. Ah oui, c'est vertigineux. Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Mann. C'était le think tank mondial de l'époque, une sorte de G7 des cerveaux. Une assemblée des plus grands esprits de la planète. Et pourtant, ça n'a pas suffi à empêcher la Seconde Guerre mondiale. Non. Et c'est ce deuxième électrochoc qui va tout accélérer. Pendant la guerre, dès 1942, les ministres de l'éducation des pays alliés se réunissent à Londres. Leur constat est simple et terrible. Le nazisme a gagné la bataille des esprits grâce à une éducation totalitaire. Donc, la seule réponse possible, la seule réponse durable, c'est de construire une éducation à la paix. Exactement. L'idée d'une organisation permanente pour l'éducation et la culture devient une évidence. Et c'est là qu'arrive un détail que je trouve, mais absolument fascinant. On a tous en tête l'acronyme UNESCO, le S de science. Mais ce S, il a failli ne jamais exister. C'est une anecdote formidable. Ça montre bien que l'histoire tient parfois à peu de choses. Au départ, le projet s'appelait l'UNECO, sans la science. Mais en 1945, un scientifique britannique, Joseph Needham, a mené un lobbying acharné. Pour lui, c'était impensable de ne pas l'inclure. Pour lui, c'était simple. Comment imaginer le progrès humain, une coopération mondiale, sans la science? C'était, non, impossible. Il a bataillé et il a fini par gagner. Et l'UNECO est devenu l'UNESCO le 16 novembre 1945. C'est fou de se dire que ce S, qui semble si central aujourd'hui, est une addition de dernière minute grâce à la conviction d'un seul homme. Alors, une fois l'organisation créée, il fallait lui donner une doctrine, une âme. Et là entre en scène son premier directeur général, le biologiste Julien Huxley. Oui, et ça, c'est un point absolument crucial. Pour Huxley, une organisation avec une mission pareille ne pouvait pas être neutre. Elle ne pouvait pas être, et je cite son texte fondateur, au service d'une religion particulière ou d'une philosophie politique. Ni catholicisme, ni communisme, ni capitalisme. Elle devait avoir sa propre philosophie en quelque sorte. C'est assez surprenant pour une organisation internationale. Exactement. Il l'appelle un humanisme mondial et scientifique. L'idée, c'est de dire, on met de côté les dogmes et on se base sur ce qui unit l'humanité, c'est-à-dire la raison, la science. D'accord.
Et le but ultime qu'il assigne à l'UNESCO est, là encore, d'une ambition folle. C'est l'unité politique du monde. Oula, attendez. L'unité politique du monde. Ça sonne... Enfin, c'est incroyablement utopique. Et pour être honnête, même un peu inquiétant, non? On pense tout de suite à un gouvernement mondial. C'est une réaction très juste. Huxley pensait que c'était le seul moyen d'éviter définitivement la guerre. Mais il était plus subtil que ça. Pour lui, l'UNESCO n'allait pas créer ce gouvernement, mais elle devait préparer les esprits, forger ce qu'il appelait une solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Une sorte de conscience mondiale. Voilà, une culture de la paix qui rendrait, un jour, cette unité politique possible. C'est une vision qui lui a aussi valu des critiques, notamment quand il parlait d'élever le niveau supérieur que l'homme peut atteindre. Ah oui, ça a été interprété comme une pente glissante vers l'eugénisme par certains. Oui, c'était une vision prophétique très complexe et controversée. Et la source fait un parallèle saisissant pour montrer à quel point Huxley était en avance sur son temps. Oui, et c'est ça qui est fascinant. L'analyse compare ses idées avec celles d'un penseur star d'aujourd'hui, Yuval Noah Harari. Harari, l'auteur de Sapiens, C'est ça. Harari dit que les nouveaux buts de l'humanité sont la quête de l'immortalité, la recherche du bonheur et la transformation de l'Homo sapiens en Homo Deus. attendez, donc vous êtes en train de me dire que Huxley, en 1946, posait déjà les bases de ces questions qu'on retrouve chez Harari plus de 70 ans après. C'est incroyable. C'est exactement ça. Il pensait déjà l'humanité en termes d'évolution future et du rôle que la connaissance pouvait y jouer. D'accord. Donc, on a cette philosophie incroyablement ambitieuse, mais ça reste des mots, des idées. Comment on transforme un concept comme l'humanisme mondial en action sur le terrain? C'est tout le défi. La machine est devenue un véritable écosystème que la source appelle la famille UNESCO. Il y a bien sûr le siège à Paris, mais la vraie force, ce sont les relais. Les commissions nationales, par exemple. Oui, elles agissent comme des ambassades de l'idéal UNESCO dans chaque pays. Et puis, il y a le réseau des chaires UNESCO, plus de 700 centres universitaires dans le monde, une chaire à Séoul qui va travailler sur le dialogue interculturel, une autre à Tunis sur la démocratie. C'est comme ça que ça vit. J'imagine qu'au début, l'enthousiasme devait être palpable. C'était une véritable charge utopique, pour reprendre les mots de Daniel Janicot, un ancien sous-directeur. Les ambitions étaient sans limite. Léon Blum, à l'époque, demandait à l'UNESCO de générer rien de moins qu'une culture mondiale unique. Rien que ça. Une culture mondiale unique. Aujourd'hui, on parlerait d'impérialisme culturel. C'est vrai, mais ça dit quelque chose de l'espoir immense de l'époque. On rêvait que l'organisation soit dirigée par une poignée de grands hommes. Et d'une certaine manière, ça a été le cas pendant ce qu'on appelle l'âge d'or, sous la direction d'un autre philosophe, René Maheu, de 61 à 74. C'est lui qui a réussi à garder cette âme dans la machine qui devenait de plus en plus bureaucratique. C'est tout à fait ça. Maheu voyait l'UNESCO comme le cœur du système des Nations Unies, son âme. En pleine guerre froide, il a réussi à lui donner un rayonnement intellectuel considérable. Il incarnait cette idée que la culture, la pensée, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Toutes ces grandes idées. Mais au fond, à qui s'adressent-elles? C'est ce qui nous ramène à cette expression « les gens de bonne volonté ». Oui, et la définition qu'en donne la source est simple, mais, je trouve, très éclairante. Une personne de bonne volonté, c'est quelqu'un qui cherche à améliorer sa qualité de vie sans nuire à celle des autres. Ce n'est pas forcément un saint ou un intellectuel, c'est une démarche. C'est ça. Et souvent, cette amélioration passe par l'accroissement de ce que la source nomme la richesse immatérielle. La richesse immatérielle, c'est-à-dire le savoir, la créativité, les compétences. Précisément, c'est le terrain de jeu naturel de l'UNESCO. En fait, si on y réfléchit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un manifeste pour la qualité de vie. Elle protège le bien-être matériel, bien sûr, mais aussi cette richesse immatérielle, le droit à l'éducation, à la culture, à la liberté de penser. Et ce rôle de défense de la pensée, il semble plus crucial que jamais aujourd'hui. La source parle de crise de la pensée. C'est un paradoxe énorme, non? On a accès à toute l'info du monde dans notre poche. Mais on a peut-être perdu la capacité à réfléchir avec. C'est le grand paradoxe de notre époque. On est submergé d'informations, mais on les consomme en fragments, en clips. C'est la pensée de clip. On survole, on réagit, mais on ne digère plus. C'est ça.
Et c'est là que le message de l'UNESCO redevient d'une actualité brûlante. Dès 1995, elle appelait à former des esprits libres, réfléchis, capables de résister à la propagande, au fanatisme. L'enjeu, du coup, c'est de savoir si cette grande institution peut se réinventer pour devenir le point de ralliement de ces esprits critiques à l'ère du numérique. C'est tout l'objet de ce qu'ils appellent leur transformation stratégique. Derrière le jargon, l'idée est simple, il faut casser les murs. L'objectif, c'est d'ouvrir plus largement l'UNESCO à la société civile, aux ONG, aux universitaires, à la jeunesse. En gros, passer d'une institution qui parle au monde à une plateforme qui fait parler le monde. Devenir un réseau agile, un vrai laboratoire d'idées mondial. Et connecté. On a donc retracé ce parcours incroyable. D'une utopie née dans l'esprit d'intellectuels d'avant-guerre, incarnée par des figures visionnaires, à une organisation mondiale complexe qui cherche à retrouver son agilité. Mais la mission, elle, n'a pas changé d'un iota. Construire la paix par le savoir. C'est vrai. Et c'est pour ça que malgré tout, malgré la bureaucratie, les crises, l'UNESCO reste ce symbole puissant. Le symbole d'une humanité qui aspire à se comprendre elle-même. C'est une aspiration qui ne vieillit pas. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. La source évoque les défis titanesques qui nous attendent, et qui étaient de la pure science-fiction à l'époque d'Huxley. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, la gestion des risques qui pourraient menacer notre existence même. Des sujets qui ne sont plus du tout de la science-fiction d'ailleurs. Ils sont à notre porte. Exactement. Alors, la question qui reste, c'est, à l'aube de ces révolutions qui vont peut-être redéfinir ce que signifie être humain, est-ce que l'idéal fondateur de l'UNESCO, cette solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, est notre meilleure boussole pour naviguer dans ces territoires inconnus? Ou n'est-il plus, au fond, qu'un beau rêve d'une époque révolue?